À la une de l'actualité, des mesures prises hier en Conseil des ministres. Concernant notamment la traite des personnes, le gouvernement a décidé de sévir. Autre décision, le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, le prochain sommet prévu les 27 et 28 juillet à Yamoussoukro. On parlera également dans ce 13 heures du phénomène de l'immigration des jeunes Ivoiriens. Ils cherchent un mieux-être au péril de leur vie. Ces jeunes empruntent les routes de la mort. La direction des Ivoiriens de l'extérieur tire la sonnette d'alarme. Une campagne de sensibilisation lancée. L'actualité en France, c'est le traditionnel défilé du 14 juillet. Un 14 juillet sous le signe de la jeunesse et de l'engagement. Bonjour à tous. Il y a eu un conseil des ministres hier. Le gouvernement a décidé de réprimer avec plus de vigueur la traite des personnes. Le gouvernement va donc sévir. Le conseil a aussi procédé à la nomination de nouveaux membres des conseils d'administration de la RTI, ISTC, AK, AIP et CNP. La synthèse avec Awa Touré. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso à nouveau ensemble pour donner un nouvel élan à leur coopération avec la reprise du TAC, le traité d'amitié et de coopération, dont la 5e conférence des chefs d'État va se tenir les 28 et 29 juillet 2016 à Yamoussoukro. Une décision prise par le Conseil des ministres de ce mercredi 13 juillet. Les travaux de cette 5e conférence porteront sur l'évaluation de la mise en œuvre des décisions, recommandations de la 4e conférence au sommet, ainsi que des accords signés entre les deux pays dans le cadre du TAC, donc du traité d'amitié et de coopération. Il sera également procédé à la signature de plusieurs accords de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le gouvernement s'engage dans la lutte contre la traite des personnes, devenu un fonds de commerce pour des individus peu scrupuleux. Le Conseil des ministres a ainsi pris des mesures. Ce projet de loi vise à prévenir et à réprimer la traite et l'exploitation des personnes, en particulier celle des jeunes filles qui prennent des proportions importantes dans notre pays. En accord avec les standards internationaux, ce projet de loi organise un ensemble de mécanismes de répression, de prévention et de protection, en prenant en compte toutes les dimensions du phénomène. Il institue à cet effet un comité national de lutte contre la traite des personnes. Par l'effet du présent projet de loi, le recrutement, le transport, l'abus d'autorité, le transfert des personnes en vue de leur exploitation deviennent des faits constitutifs du délit de traite des personnes et frappés comme tels par des sanctions sévères, tant pénales que pécuniaires. Après la proclamation des résultats du BEPC, le gouvernement a dit sa satisfaction devant la tendance à la hausse du taux de réussite qui est passé de 17% en 2011 à 59,11% en 2016. Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du programme École pour tous, le Conseil a décidé de développer le domaine des arts et de la culture dans les programmes d'enseignement. Le gouvernement a initié ce programme de recrutement et de formation qui va concerner 600 enseignants dans le domaine des arts, de la culture. Ce programme, nous le pensons, permettra aux jeunes de prendre plus pleinement conscience de leurs talents artistiques et d'améliorer la qualité d'apprentissage à travers l'éducation artistique et culturelle dans les lycées et collèges de Côte d'Ivoire. Les recrutements concernés se feront au cours des mois de décembre 2016 à janvier 2017 par un concours direct d'entrée au Centre de formation pédagogique de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, donc l'INSAC. Pour finir, le porte-parole du gouvernement a annoncé la participation du chef de l'État ivoirien au 27e sommet de l'Union africaine à Kigali, au Rwanda, du 15 au 17 juillet 2016. C'est parti pour l'édition 2016. La première dame Dominique Ouattara a lancé le tournoi de football de la Fondation Children of Africa, doté du trophée qui porte son nom. Le tournoi a été initié en 2008 dans la commune d'Abobo. Il a été étendu à 50 communes du pays pour permettre aux enfants de se distraire par la pratique du sport durant les vacances. Abiba Damblé Sawi.
Initié en 2008 dans la commune d'Abobo, le tournoi de football doté du trophée Dominique Ouattara de la Fondation Children of Africa a aujourd'hui atteint une dimension nationale. Pour cette 9e édition, cette compétition va égayer les enfants âgés de 7 à 15 ans dans 50 communes du pays. Un moment de réjouissance qui va contribuer à l'épanouissement social et physique des tout-petits pendant cette période des vacances, selon le ministre des Sports et le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Le tournoi Dominique Ouattara complète ainsi ses actions ô combien louables en permettant à nos enfants non seulement de se recréer pendant les vacances, mais aussi de développer en eux certaines valeurs que sont notamment l'esprit d'équipe, la discipline, l'amitié, la découverte de soi-même et des autres. Il suffit de voir l'enthousiasme et la joie sur le visage des enfants lors de ces séances d'activité physique et sportive pour s'assurer que l'acte que vous posez en leur faveur est sans pareil. Ils ont de l'énergie à revendre et l'avantage du sport est de permettre un développement harmonieux de leur corps. Sans compter qu'avec la progression de l'obésité chez les enfants, il est plus que jamais nécessaire d'encourager la pratique du sport chez les plus jeunes. Un trophée, des lots et une somme de 200 000 francs pour le vainqueur de chaque localité. Voici ce que la Fondation Children of Africa met en jeu dans chacune des 50 villes retenues pour ce championnat. Au-delà de l'enjeu, la présidente fondatrice de Children of Africa entend, à travers ce tournoi, inculquer des valeurs essentielles aux enfants. Notre souhait est de développer chez nos enfants un esprit d'équipe ainsi que des habitudes sportives qui favoriseront le maintien de leur équilibre de vie. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le football est le sport le plus prisé dans notre pays et il passionne à la fois les joueurs et les spectateurs. Il permet de bâtir une certaine cohésion et de rassembler les communautés dans un esprit convivial, de partage et de bonne humeur. Je souhaite que cette compétition se déroule dans un esprit d'équipe, de discipline et de fair play. Coût global de cette 9e édition du tournoi Dominique Ouattara, 50 millions de francs CFA. Et tous les moyens nécessaires à sa bonne tenue ont déjà été remis aux représentants des 50 villes retenues. Autre actualité, c'est le financement des logements sociaux. Il demeure une préoccupation pour le gouvernement et les travailleurs. En vue de trouver une solution adéquate à ce problème, le ministre de l'Habitat et du Logement social a initié une rencontre avec les centrales syndicales. Commentaire Moussa Konaté. L'accès aux logements sociaux demeure une préoccupation pour le gouvernement, mais surtout pour les travailleurs de Côte d'Ivoire. Au Forum du logement social, économique et standing, tenu récemment à Abidjan, les acteurs ont évoqué le problème de financement comme principale difficulté. La question est au cœur des échanges entre le ministre de l'Habitat et du Logement social et les représentants des centrales syndicales. Il s'agit d'impliquer les travailleurs dans la mise en place d'un système de financement du logement. Un bon logement, un logement décent. En Côte d'Ivoire, c'est environ 15 millions. Si chaque travailleur de Côte d'Ivoire pouvait mettre 5% de son salaire dans une caisse de solidarité pour financer le logement, on pourrait avoir par an environ 200 milliards. Mais c'est un exemple. Nous avons besoin de l'accord, de l'adhésion des travailleurs eux-mêmes, parce qu'il ne s'agit pas de leur forcer la main. C'est eux les bénéficiaires, c'est avec eux que nous voulons partager ces solutions. Un projet qui ne peut aboutir sans la contribution des travailleurs qui d'ailleurs se réjouissent de l'initiative. Là où les revenus individuels sont bas, il faut imaginer un système de solidarité pour pouvoir faire la compensation. C'est pour cela que nous saluons cet esprit, mais nous saluons davantage l'esprit qui consiste à associer les partenaires sociaux à la réflexion, à l'effet de voir quel sera le système le plus efficace possible pour le financement des logements sociaux. Cette rencontre avec les centrales syndicales est prévue se tenir toutes les 2 semaines afin de trouver des solutions à l'épineuse question du logement dont le déficit est estimé à 500 000 par an. Logement et urbanisme. Le ministre de la Construction et de l'Urbanisme, lui, est préoccupé par la vulgarisation du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan. Des suggestions ont été faites pour les plans directeurs d'urbanisme des 32 chefs-lieux de région
3 jours de travaux également pour échanger avec les aménageurs agréés du district d'Abidjan sur les possibilités d'acquisition de terrain, nous dit Herman Niamé. En 3 jours de présentation du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan, d'exposition des plans directeurs d'urbanisme des 32 chefs-lieux des régions et de présentation d'offres de terrains urbains bientôt viabilisés, l'événement a enregistré plus de 3500 visiteurs. De quoi ravir le ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui voit en cette mobilisation l'intérêt que le foncier suscite chez la population. Nous demandons aux uns et aux autres de se rapprocher à compter de maintenant des bureaux d'études, même au-delà de ces 3 journées. Ainsi, les requêtes pourront être reçues jusqu'au 15 septembre pour ce qui concerne donc le schéma directeur de l'intérieur du pays. Pour les aménageurs fonciers agréés, l'initiative est salutaire parce qu'elle leur a permis de mieux faire connaître leur profession et aussi de la crédibiliser davantage. Très bonne initiative parce que bon, là on faisait les logements, les gens nous demandaient souvent qu'ils voulaient des terrains. Donc c'est une très bonne initiative. Et vraiment, on a eu beaucoup de gens qui sont passés sur les stands. On ne s'attendait pas du tout à ce monde. Moi, je pourrais dire que déjà, dans un stand, on peut enregistrer un peu plus de 1000 passages. Regarder le nouveau schéma directeur d'Abidjan, c'était aussi une très bonne chose, oui, parce qu'on ne peut pas être émergent si on n'a pas un développement de l'urbanisme assez planifié. L'État a mis à la disposition des 37 aménageurs agréés dans le district d'Abidjan plus de 1000 hectares de terrain. À cette cérémonie de clôture, le ministre de la Construction et de l'Urbanisme les a invités à respecter le schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan dans la mise en œuvre de leurs travaux d'aménagement foncier. Ces derniers se sont engagés à jouer la carte de la probité afin de mériter la confiance placée en eux. Toutefois, ils ont souhaité des exonérations fiscales pour leur permettre de réduire le coût des terrains aménagés. À cette requête, le ministre Mamadou Sanogo a répondu favorablement avant d'ajouter que la présentation d'offres de terrains aménagés se fera chaque année. Urbanisme après environnement. Comme de nombreux pays du monde, la Côte d'Ivoire est confrontée de manière récurrente à des inondations, éboulements et autres glissements de terrain. Ces catastrophes sont à la base d'importantes pertes en vie humaine. Solution trouvée, un plan national de réduction des catastrophes naturelles. Ce plan a été adopté hier. Il nécessite la mobilisation d'un budget d'environ 49 milliards auprès de l'État et de ses partenaires nationaux et internationaux. Serge Kolia. Habitués aux inondations et aux glissements de terrain causés par les fortes pluies, vulnérables face aux catastrophes naturelles, la Côte d'Ivoire avait besoin d'un dispositif pour prévenir et apporter des réponses aux situations d'urgence et de secours. Validé après plusieurs études par des experts nationaux et internationaux en 2015, le plan national pour le renforcement des capacités en matière de réduction des risques, de préparation, de réponse aux catastrophes vient d'être adopté. La mise en œuvre de ce plan va nécessiter la mobilisation des ressources à hauteur d'environ 49 milliards de francs CFA. Si nous voulons protéger nos populations contre les aléas naturels, ne pas déplorer des pertes en vie humaine, des pertes d'infrastructures telles que les routes et bien d'autres infrastructures, nous pouvons mobiliser ces moyens parce que quand on fait donc le bilan, il est plus intéressant de réduire ces catastrophes que de les subir. Et donc nous devrons utiliser ce plan pour rechercher des financements non seulement au niveau national, mais au niveau des institutions financières internationales. Les représentants des organisations du système des Nations Unies ont pris une part active dans le processus d'adoption de ce plan. Le PND que le gouvernement vient d'adopter a déjà pris en compte ce plan. Donc assurer l'engagement de tous les parties prenantes sera le défi, mais j'en suis sûr qu'ensemble nous allons y réussir. Le plan d'action national pour le renforcement des capacités en matière de réduction des risques s'inscrit dans un engagement mondial. Engagement qui se résume en des actions concrètes à mener de 2015 à 2030.
13h14, on s'arrête maintenant sur un phénomène, l'immigration clandestine. La vie au-dessus de tout, n'empruntait pas les routes de la mort de l'immigration clandestine. En Côte d'Ivoire, la pratique gagne du terrain. Daloa est la plaque tournante où se retrouvent ceux qui veulent aller à l'aventure. Ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes qui vont vers des pays dits développés à la recherche d'un mieux-être au risque de leur vie. Il faut freiner l'élan. Alors, la direction des Ivoiriens de l'extérieur, avec une fondation allemande, mène une campagne de sensibilisation dans les communes d'Abidjan et les villes de l'intérieur du pays, l'étape de Grand Bassam et de Yopougon avec Franck Kouadio. Ces 20 dernières années, le nombre de migrants qui seraient morts en tentant de gagner l'Europe par la Méditerranée est estimé à 22 000 selon un rapport de l'Organisation internationale des migrations OIM. En Côte d'Ivoire, ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes qui migrent de façon irrégulière vers les pays développés à la recherche de meilleures conditions de vie et ce, au péril de leur vie. Lors de la réunion avec le ministère des Affaires étrangères allemand, il est apparu que la Côte d'Ivoire serait passée à la 4e position dans ce phénomène qui est quand même assez grave. Freiner donc ce flux migratoire et empêcher la jeunesse de gagner l'Europe par la Méditerranée. Mission qui ont conduit la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur et la fondation allemande Friedrich Neumann à Grand Bassam et Yopougon. Plusieurs activités réalisées. Des projections de films montrant les dangers de l'immigration clandestine, notamment le naufrage des bateaux de fortune et les nombreuses pertes en vie humaine. Nous avons vu tout à l'heure un documentaire qui montre les conditions quasiment inhumaines dans lesquelles ces jeunes-là sont en essayant de traverser. Je pense que la vie est au-dessus de la recherche de ce pécule-là, parce que je pense que ces personnes-là, avec une meilleure organisation, peuvent bénéficier de plus qu'en Europe en restant dans leur pays. Souhaitons sensibiliser nos jeunesses afin qu'il y ait une prise de conscience véritable sur les risques qui sont liés à la migration irrégulière. Lorsque les Ivoiriens veulent voyager, il y a des ambassades, ils doivent se rendre dans ces ambassades, ils doivent prendre les informations nécessaires afin d'éviter de se retrouver dans des pays où leurs droits ne seront pas respectés. Démarrée le 10 juin à Daloa, cette campagne de sensibilisation sillonnera tour à tour les villes d'Anyama et Korogo dans les prochains jours. Attaque terroriste de Grand Bassam. 2 militaires ivoiriens arrêtés et jugés en août. Information donnée par le commissaire du gouvernement, le colonel Ange Kessi-Kwame, qui a fait le point des activités du tribunal militaire. La lutte contre l'impunité, les infractions commises par les forces de sécurité et de défense, les cas de fraude et de viol et les procès en cours sont les sujets abordés par le procureur, nous dit Abou Sanogo. 2 militaires ivoiriens ont été mis aux arrêts pour leur implication dans l'attaque de Grand Bassam. Ils étaient informés des activités criminelles des assaillants. Ces militaires ont été cités par le nommé Sam qui lui-même a été interpellé et entendu à la DST. C'est la révélation faite par le commissaire du gouvernement, le colonel Ange Kessi-Kwame. Les enquêteurs sont sûrs de l'enquête. Dans chaque fois qu'ils découvrent des indices, qu'ils découvrent, qu'ils sont informés d'un fait, ils interpellent les personnes. Lorsqu'ils découvrent par exemple que le conducteur du groupe qui a attaqué Bassam avait des relations avec telle personne et que ces personnes même leur envoyaient à manger, mais on les interpelle pour savoir ce qu'ils ont fait. Lorsqu'on leur a dit qu'il y a 2 militaires qui sont impliqués, on les a interpellés. Quel est votre rôle? Et voilà ce qu'ils ont dit. Nous ne savions pas que c'était des djihadistes. On sait, nous avons des contacts avec eux. Comment vous les avez connus? Nous habitons le même quartier. Ils sont là depuis longtemps, donc on communiquait. Alors pourquoi on ne les a pas dénoncés? Selon eux, ils ne savaient pas que c'était des djihadistes. Mais l'affaire est grave, on les a pris pour avoir plus d'informations. L'enquête n'est pas terminée, ils sont incarcérés, l'enquête n'est pas terminée. Je dis qu'ils seront jugés, mais d'ici là, on continue les enquêtes pour savoir ce qu'ils ont fait de plus grave en dehors de la non-dénonciation. Outre cette information, Ange Kessi s'est prononcé sur les cas de fraude et d'escroquerie au concours militaire. Il a précisé que 12 militaires et policiers attendent d'être jugés pour cette infraction. Ceux qui réclament l'argent pour espérer faire rentrer des personnes dans les écoles militaires, que cela arrête, parce qu'ils seront sévèrement sanctionnés. Mais il n'y a pas que. Parce que depuis 2012, il y a une autre loi qui punit également ceux qui sont victimes
Vous qui êtes plaignant, qui venez dire j'ai donné l'argent à quelqu'un pour me donner une place à l'école de police, ça n'a pas marché, je lui demande de me rembourser, de ne pas rembourser. Vous serez d'abord arrêté avant qu'on ne recherche le policier ou le gendarme ou le militaire. 16 autres policiers, dont une femme poursuivie pour racket, seront jugés fin juillet, de même que 8 dossiers de viol. 2 policiers ont eux été arrêtés pour le meurtre d'un jeune Libanais à Assouendé, quand un sous-officier de police a lui aussi été mis aux arrêts pour avoir mortellement percuté un étudiant de l'université Félix Houphouët-Boigny. Son procès aura lieu entre le 20 et le 22 août. En communication, la dernière étape de la tournée de la ministre de la Communication aux organes de la presse privée. Visite initiée depuis 3 jours. Les radios Nostalgie et Albayan, l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, l'Éléphant déchaîné, le mandat et le distributeur Edipresse ont reçu Maître Afoussiata Bambalamine. L'objectif est clair, voir les conditions de travail des journalistes, mais surtout livrer un message, celui du respect de la convention collective. Franck Wadio. Un lot de journaux invendus, plus de 60% jour, selon Bertrand Hall, directeur général d'Edipresse, qui a reçu la ministre de la Communication, Maître Afoussiata Bambalamine, qui effectue depuis 3 jours une visite aux organes de presse privés et différentes structures sous tutelle. L'idée est de s'imprégner des conditions de travail. Le distributeur principal de la presse en Côte d'Ivoire dit être confronté à divers écueils. Ce sont l'adaptation à la nouvelle donne, le numérique, les zones difficilement accessibles et la contrefaçon. L'aide de l'État ne serait donc pas de trop. Le soutien de l'État, sollicité aussi par l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, dont le président a rappelé le rôle de relais social pour les organes de presse, l'Éléphant déchaîné et le mandat, de lignes éditoriales opposées, une même préoccupation, l'accès au fonds de soutien et de développement de la presse. Rappelons que ce fonds est passé de 200 à 800 millions de francs CFA cette année. En le faisant, le gouvernement, évidemment, attend du secteur une responsabilité, évidemment, des journalistes. Et le second message, c'est de dire que les organes de presse doivent appliquer la convention collective pour le bien-être des journalistes et de tous les acteurs du secteur de la communication, qu'ils soient payés au minimum en respectant, évidemment, le SMIC légal, et que s'il y avait effectivement des entraves, que nous puissions en être informés, nous, ministère de la Communication, pour voir comment nous pouvons ensemble trouver donc des pistes de solutions. À la tutelle d'exhorter donc les organes de presse à une meilleure collaboration et en leur sein à mutualiser leurs efforts. La ministre a demandé aux structures et fêtières de se rapprocher du fonds de garantie qui pallie aussi certaines insuffisances. Notons que les radios commerciales et confessionnelles Nostalgie et Albayan ont aussi reçu la visite de la ministre de la Communication qui n'a pas manqué de les féliciter pour l'excellence du travail abattu. Dans la même veine, sachez que le Collège du Conseil national de la presse a suspendu l'hebdomadaire La Tribune de l'économie, édité par l'entreprise de presse Multiconsult Gestion, et procédé au retrait des cartes d'identité de journalistes professionnels de Mme Emeline Payé, épouse Acha Amangwa, Konechek Aboubakar et Didier Nguessan. C'était au cours de sa 7e session ordinaire de l'année 2016, le jeudi 7 juillet dernier. Des faits, il ressort que ces journalistes ont saisi le CNP à l'effet de dénoncer la non-application de la convention collective annexe des journalistes professionnels et professionnels de la communication par leur ancien employeur, l'entreprise de presse Multiconsult Gestion. Après investigation, le Conseil a découvert que cette ruse a été rendue possible par la complicité des 10 journalistes. C'est pourquoi le Conseil a pris des mesures disciplinaires. L'entreprise de presse Multiconsult Gestion, éditrice de l'hebdomadaire La Tribune de l'économie, et les journalistes Emeline Payé, épouse Acha Amangwa, Konechek Aboubakar et Didier Nguessan disposent chacun, en ce qui le concerne, d'un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision pour saisir la chambre administrative de la Cour suprême. Dans le domaine de l'emploi jeune, des stages, des emplois contractuels et stables, désormais possibles pour de nombreux jeunes sans emploi au complexe SUCAFSI. Une convention entre le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et cette unité sucrière a été signée à Korogo. Reportage Soro Corona, commentaire Kader Sogodogo. Signature de convention entre le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique et le complexe SUCAFSI.
Convention pour l'octroi de stages d'emploi contractuel et stable aux jeunes de la Côte d'Ivoire à travers l'agence Emploi Jeunes. C'est la salle Alassane Ouattara de la préfecture de Korogo qui a abrité cette cérémonie. Dans Pierre-Ange Désiré, administrateur de l'agence Emploi Jeunes, salue cette convention. Un contrat qui va permettre à plusieurs dossiers en attente de trouver solution pour le bonheur des milliers de jeunes sans emploi. Sidi Tiemoko Touré, en apposant sa signature sur cette convention, a engagé les entreprises ivoiriennes à accompagner le gouvernement à résorber la question de l'emploi des jeunes d'ici 2020. Le directeur de complexe Sukafsi a pour sa part exprimé la volonté de son entreprise à soutenir la jeunesse. Jean-Pierre Champeau a encouragé l'État à poursuivre la formation des jeunes afin de les rendre compétitifs, prêts à relever tous les défis. En marge de la signature de cette convention, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique a fait la promotion du respect des institutions et de l'adoption par chaque Ivoirien du concept d'Ivoirien nouveau. Vœux chers au président de la République, Alassane Ouattara. Au chapitre santé, 69 cas de cataracte pris en charge à Sinématiali. C'est une action de l'ONG Sounéon et du centre méthodiste ophtalmologique Batimé de Dabou. L'ONG mène ses activités depuis 2 ans. Reportage Amadou Ouattara, Walter. Après une consultation foraine des maladies des yeux, consultation initiée par l'ONG Sounéon dans la région du Poro, il en ressort 1200 malades des yeux, dont 400 souffrent de la cataracte. C'est pour soulager ces personnes de cette maladie oculaire que l'organisation non gouvernementale Sounéon et le centre méthodiste ophtalmologique Batimé de Dabou leur ont offert une séance d'opération de la cataracte. 69 patients, dont 28 femmes, ont pu bénéficier de cette 4e campagne tenue au centre de santé ophtalmologique Kounadi de l'ONG Sounéon à Sinématiali. Je voyais flou. On m'a dit qu'il y a une ONG ici qui fait bien. Donc c'est pourquoi je suis venu ici pour me faire opérer. En tout cas, ça s'est bien passé. Il y a certaines personnes qui ont déjà passé et c'est cette satisfaction qui m'a amené à venir. Et l'accueil du docteur, vraiment, je suis soulagé. Je demande à tous les cadres de Sinématiali et même le Nord de venir en aide aux ONG, de venir en aide aux promoteurs. Depuis 2 ans, l'ONG Sounéon prend en charge les malades de la cataracte. Pour renforcer l'équipement de son centre de santé afin d'améliorer les prestations, El Hadj Souleymane Dogoni, président exécutif de cette ONG, a annoncé l'acquisition d'un microscope opératoire qui sera livré dans les prochains jours. Et puis Guillaume Soro au secours des lépreux de Manicro, localité située à 10 km de Boaké. Le président de l'Assemblée nationale vient de leur offrir des vivres et non-vivres d'une valeur de 2 millions de francs CFA. Reportage Djeneba Ouattara, commentaire Charles Tatou. Des vivres et non-vivres aux malades de la léproserie de Manicro, village situé à une dizaine de kilomètres de Boaké. Ce don vient du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, pour traduire son affection et sa solidarité à l'endroit de ces personnes démunies. Ces dons ont été remis par l'artiste malien Sidiki Diabaté. Au nom du président de l'Assemblée nationale, Sidiki Diabaté a exprimé le réconfort du donateur. Les bénéficiaires ont traduit leur reconnaissance à Guillaume Soro. Pour eux, ces vivres constituent un ouf de soulagement. Un sentiment de joie parce que nous venons de recevoir des dons. Dans cette population, il y a encore des personnes encore plus démunies. Je tiens à dire merci à toute la délégation qui est arrivée pour tout ce qu'ils font. Que Dieu les accompagne dans tout ce qu'ils entreprennent. Très content pour tous les dons que vous avez eu à nous faire. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Le centre de léproserie de Manicro est non fonctionnel depuis la crise ivoirienne de 2002. Une situation défavorable pour les soins et la guérison des malades. D'où l'appel des populations de Manicro aux autorités et âmes généreuses afin qu'elles leur viennent en aide. L'actualité en France, c'est le traditionnel défilé du 14 juillet. Un 14 juillet sous le signe de la jeunesse, de l'engagement et de la lutte contre le terrorisme. Herman Guivet. Paris, Champs-Élysées, place de la Concorde, nous sommes le 14 juillet, jour de l'indépendance, jour de la France.
La Marseillaise perce le silence presque trompeur de ce jour de fête. L'instant est solennel. Voici 220 ans que cet appel pour la gloire de la France a été adopté comme hymne national. François Hollande, le président, reçoit les honneurs militaires. Dans les loges, le secrétaire d'État américain chargé des questions diplomatiques, John Kerry. Des enfants de la patrie rassemblés pour ce jour de fête, un 14 juillet où la démonstration de la puissance militaire française, la patrouille de France, des hélicoptères de combat, des Tigres, des Rafales, déchirent le ciel parisien d'une traînée de fumigènes tricolores. Un spectacle que les Français n'ont pas voulu se faire compter. Une célébration, la toute dernière, de François Hollande en tant que président. François Hollande qui donnera d'ailleurs la dernière interview de son quinquennat. La courbe du chômage, le bras de fer entre le pouvoir et les syndicats pour ce qui concerne la loi travail, El Khomri, le Brexit, l'engagement dans la lutte contre le terrorisme, le traumatisme de ces attentats encore présents dans les esprits. Tous les sujets seront abordés. Et voilà, c'est la fin de ce 13 supervisé par Adama Kone. Merci de votre fidélité.